7 jours après mon mariage, mon mari ramène sa maîtresse enceinte et m'impose un divorce sans rien. J'appelle alors mon père, le plus riche des milliardaires. Le voir blêmir a été le début de sa chute. Signe-le. Tu repars sans absolument rien. J'ai levé la tête et regardé le visage encore rayonnant de notre récent mariage. Julien Dubois a claqué l'accord de divorce sur la table basse avec une telle force que la tasse de thé devant moi a tremblé. Avant même que je puisse parler, la porte de la chambre s'est ouverte. Une femme vêtue d'un tailleur Chanel est entrée, son ventre montrant une légère bosse. Elle a cliqué ses talons jusqu'à Julien, a enroulé son bras autour du sien et a levé le menton. Sois intelligente et signe-le, Nathalie. Julien a déjà dit, tu ne sortiras rien de cette maison. Je l'ai reconnue. C'était l'assistante exécutive de Julien, Chloé Duval. Le jour de notre mariage, elle était venue nous porter un toast. Ses yeux semblaient nous souhaiter une vie de bonheur. En y repensant maintenant, c'était probablement des larmes de joie parce qu'elle se moquait de moi. Julien, nous ne sommes mariés que depuis une semaine. Je me suis levée, ma voix parfaitement calme. Julien ne m'a même pas regardé. Il a baissé les yeux et a allumé une cigarette. Et alors, si ça fait une semaine ? Je l'ai compris il y a longtemps. Celle que j'ai toujours aimée est Chloé. Tu n'es que la femme que ma mère m'a forcée à épouser. Maintenant, Chloé est enceinte de mon enfant, et je ne laisserai pas mon enfant naître hors mariage. En entendant cela, Chloé a touché son ventre avec suffisance et s'est blottie plus près dans les bras de Julien. J'ai ri. Ce mariage était censé être une transaction commerciale dès le début. La société de mon père avait besoin des canaux de distribution de la famille Dubois, et la famille Dubois avait besoin du capital de mon père. Mais maintenant que Julien rompait le contrat, il allait devoir en assumer les conséquences. D'accord, je vais signer. J'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom sur les papiers de divorce. Julien a semblé surpris de la rapidité avec laquelle j'ai accepté. Il s'est figé une seconde, mais a rapidement retrouvé son expression arrogante. Content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Il a écrasé sa cigarette dans le cendrier. Tu as 30 minutes. Fais tes valises et pars. Chloé est intervenue. Oh, au fait, Nathalie, cette robe que tu portes et ce collier Cartier autour de ton cou, Julien les a achetés pour toi, n'est-ce pas ? Enlève-les, s'il te plaît. J'ai regardé la robe en soie que je portais et j'ai touché le collier Cartier sur ma clavicule. J'ai acheté ce collier moi-même. Tu l'as acheté ? Chloé a éclaté de rire. Où une femme au foyer comme toi trouverait-elle une telle somme d'argent ? Tu as juste dépensé l'argent de Julien. Julien a froncé les sourcils. Arrête de perdre du temps. Laisse tout ce que tu portes et utilise. Absolument tout appartient à la famille Dubois. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer. Je me suis retournée et suis entrée dans la chambre. Au moment où j'ai fermé la porte, j'ai entendu Chloé geindre dans le salon. Julien, regarde-la jouer la victime. T'épouser a été la plus grande bénédiction de sa vie. Et elle est toujours aussi ingrate. D'accord, chérie. Ne te rabaisse pas à son niveau. Julien l'a caressée. Une fois qu'elle sera partie, ce pantouse sera tout à nous. J'ai ouvert le placard et j'ai sorti une valise noire. C'était la valise que j'avais apportée quand j'avais emménagé. À l'intérieur se trouvaient quelques bijoux que ma défunte mère m'avait laissés ainsi qu'une carte de débit. J'ai ouvert le tiroir de la table de chevet, j'ai sorti la carte de débit et je l'ai mise dans mon sac à main. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Papa, je divorce. J'ai parlé au combiné. L'autre bout de la ligne est resté silencieux pendant 3 secondes avant qu'une voix grave ne se fasse entendre. Qui te cherche des noises ? Julien. Il a mis son assistante enceinte et me jette dehors sans rien. Reste là. Après avoir dit ces 3 mots, mon père a raccroché. Je savais qu'il était furieux. Mon père m'aimait plus que tout au monde. Ma mère est décédée quand j'étais jeune, et il m'a élevée tout seul. Il n'a jamais laissé personne me marcher sur les pieds.
Si ce n'était pour les affaires de l'entreprise, il n'aurait jamais accepté de me laisser épouser la famille Dubois. Je me suis assise sur le bord du lit en attendant. Dans le salon, Julien et Chloé discutaient de la façon de rénover l'appartement. Chloé a dit qu'elle voulait abattre le mur entre la chambre principale et la chambre d'amis pour en faire une immense suite de luxe. Julien a accepté et a dit qu'il ferait tout ce qu'elle voulait. En écoutant leur conversation, je n'ai ressenti absolument aucune émotion dans mon cœur parce que je savais qu'ils n'allaient plus rire longtemps. 20 minutes plus tard, la sonnette a retenti. J'ai entendu Julien aller ouvrir la porte, suivi d'une voix masculine inconnue. « Excusez-moi, Nathalie Dumas est-elle ici ? Qui êtes-vous » Le ton de Julien était incroyablement impatient. « Nous sommes des conseillers d'entreprise pour les entreprises Dumas. Nous avons été envoyés par Monsieur Dumas pour aider sa fille à déménager. » La voix de Julien a craqué. « Entreprise Dumas. » Quoi ? Entreprise Dumas ? Les entreprises Dumas de Chicago. Richard Dumas, le PDG. Le salon est devenu silencieux. J'ai entendu la respiration de Julien devenir rapide, suivie de sa voix tremblante. « Qui avez-vous dit ? » Richard Dumas. « Oui, Monsieur Dumas est le père de Nathalie. » Impossible. Chloé a hurlé. « N'est-elle pas orpheline ? N'a-t-elle pas dit que ses deux parents étaient morts ? » Je me suis levée, j'ai ouvert la porte de la chambre et je suis sortie. Dans le salon, Julien et Chloé regardaient tous deux, stupéfaits, le groupe d'hommes en costume sur mesure qui se tenait à la porte. L'homme qui les dirigeait n'était autre que l'avocat personnel de mon père, Hervé Mercier. Nathalie. Hervé m'a fait un signe de tête. Votre père est déjà en bas. Il m'a demandé de monter d'abord et de vous aider à faire vos valises. Oui. J'ai désigné la chambre. Je n'ai pas grand-chose. Une valise suffit. Hervé est entré dans la chambre et est rapidement ressorti en portant ma valise. Je la lui ai prise et je me suis préparée à sortir. Attendez. Julien m'a barré la route, son visage mortellement pâle. Il vient de dire que Richard Dumas est votre père ? Je l'ai regardé et j'ai souri. Pourquoi, sinon, penses-tu que ton père était si désespéré que tu m'épouses ? Les lèvres de Julien tremblaient. Mais tu n'as pas dit que tu étais orpheline ? Tu n'as pas dit que tu n'avais pas de famille ? C'est ce que ma mère m'a dit de dire avant de mourir. Elle m'a dit de ne jamais étaler ma richesse et de rester discrète. J'ai haussé les épaules. Qui savait que tu étais si crédule ? Tu as cru tout ce que j'ai dit. Le visage de Chloé était complètement décoloré. Elle a attrapé le bras de Julien. Julien, elle nous a trompés. Tais-toi. Julien l'a repoussé et s'est précipité devant moi. Nathalie, chérie, j'ai eu tort. J'ai fait une grosse erreur. Je ne savais pas que tu étais la fille de Richard Dumas. Je pensais que tu n'étais qu'une fille d'une famille ordinaire. Et alors ? J'ai incliné la tête et je l'ai regardé. Si j'étais une personne ordinaire, je méritais d'être jetée à la rue. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Julien transpirait abondamment. Nathalie, écoute-moi. Il ne se passe rien entre Chloé et moi. Sérieusement, rien. Elle m'a séduit. Julien. Chloé a crié. Ce n'est pas ce que tu as dit il y a une minute. Tu as dit que j'étais celle que tu aimais vraiment. Tais-toi. Julien s'est retourné et a giflé violemment Chloé. La gifle a fait trébucher Chloé de quelques pas. Elle a couvert son visage, regardant Julien avec une incrédulité absolue. J'ai regardé ce désastre se dérouler de côté, ne ressentant rien d'autre que de l'amusement. D'accord, arrêtez le drame. J'ai tiré ma valise vers la porte. J'ai déjà signé l'accord de divorce. Je vous verrai au tribunal du comté de Cook demain. Nathalie. Julien m'a poursuivi et m'a attrapé le poignet. Je ne divorcerai pas de toi. Je mourrai avant de divorcer de toi. J'ai secoué sa main et je l'ai regardé froidement. Julien, ce n'est pas ce que tu as dit il y a un instant. Tu as dit que celle que tu avais toujours aimée était Chloé.
Tu as dit que je n'étais que quelqu'un que ta mère t'avait forcé à épouser. Maintenant que tu sais qui je suis vraiment, tu changes d'avis. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Les yeux de Julien étaient rouges. Nathalie, donne-moi une autre chance. Je te promets que je ne t'aimerai plus qu'à partir de maintenant. Trop tard. Je l'ai interrompu. J'ai un gros défaut. Je suis très rancunière. Tu voulais me laisser sans rien, alors je vais m'assurer que tu n'auras même pas un pot pour pisser quand j'aurai fini avec toi. Après avoir dit cela, j'ai pris ma valise et je suis sortie sans me retourner. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, j'ai entendu les cris angoissés de Julien derrière moi. Nathalie, Nathalie, s'il te plaît, ne pars pas. Avec les pleurs de Chloé, Julien, arrête. Tu me fais mal. L'ascenseur est descendu lentement. Je me suis regardée dans les murs miroirs, un sourire froid se formant sur mes lèvres. Julien Dubois, qui penses-tu être pour essayer de me laisser sans rien? Attends un peu. Le vrai spectacle vient de commencer. En sortant du gratte-ciel de luxe, une Rolls-Royce fantôme noire était garée à l'entrée. Mon père est sorti de la voiture et a marché rapidement vers moi quand il m'a vu. Chérie, tu vas bien? Il m'a regardé de haut en bas. Ils ne t'ont pas blessé, n'est-ce pas? Je vais bien. J'ai secoué la tête. Papa, je suis désolée de t'avoir embarrassé. Ne sois pas idiote. Mon père m'a tapoté l'épaule. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te laisser subir cette indignité. Rentrons à la maison. Papa va arranger ça pour toi. Je suis montée dans la voiture et j'ai regardé une dernière fois l'appartement où j'avais vécu moins d'une semaine. Julien Dubois, tu vas bientôt découvrir exactement ce qui se passe quand on se met à dos Nathalie Dumas. La Rolls-Royce a roulé doucement hors du quartier chic. Je me suis appuyée contre le siège en cuir de première qualité, regardant les rues de la ville défiler devant la fenêtre. La voiture était silencieuse, à l'exception du léger ronronnement de la climatisation. Mon père était assis à côté de moi, regardant droit devant lui sans dire un mot. Son expression était calme, mais je le connaissais assez bien pour savoir que plus il avait l'air calme, plus il était en colère. Nathalie, a-t-il finalement dit, sa voix incroyablement grave. Dis à papa exactement ce qui s'est passé. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé au cours de la semaine écoulée, sans omettre aucun détail. Depuis l'absence de Julien le soir de notre mariage jusqu'à la découverte de rouge à lèvres sur son col de chemise le 3e jour, en passant par sa présentation publique de Chloé à un gala le 5e jour et, enfin, ce matin, lorsqu'il a ramené sa maîtresse enceinte pour me chasser de la maison. J'ai parlé très calmement, comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre, mais je savais que mon père n'était pas du tout calme en écoutant. Ses poings s'étaient serrés dès le moment où j'avais commencé à parler. La famille Dubois a vraiment du culot. Mon père a laissé échapper un rire froid. Quand Marc Dubois a proposé ce mariage, il a juré que son fils te traiterait bien. Il semble qu'il s'est moqué de moi. Marc Dubois, le père de Julien, le PDG de Dubois Global Immobilier. Ce mariage avait été proposé par Marc lui-même lorsqu'il avait visité notre maison. Il affirmait que son fils Julien était un jeune homme prometteur et brillant qui était digne d'une fille de la famille Dumas. Mon père était initialement en désaccord, pensant que j'étais encore jeune et que je n'étais pas pressé de me marier, mais Marc a visité à plusieurs reprises, et il s'est trouvé que les entreprises Dumas avaient un projet à l'étranger qui nécessitait les ressources logistiques de la famille Dubois. Après avoir pesé les options, mon père a finalement acquiescé. En y regardant maintenant, cette décision était horriblement mauvaise. Papa, je suis désolée. J'ai baissé la tête. J'ai mal jugé son caractère. J'ai déshonoré le nom des Dumas. Ne sois pas ridicule. Mon père m'a pris la main. C'est ma faute de t'avoir poussé à ça. Si tu veux divorcer, papa te soutient à 100%. Je m'occuperai de la famille Dubois. Pas besoin. J'ai levé la tête, les yeux déterminés. Je m'en occuperai moi-même. Mon père m'a jeté un coup d'œil et n'a rien dit. Il connaissait mon tempérament. J'avais été comme ça depuis l'enfance. Une fois que j'avais pris ma décision,
les chevaux sauvages ne pouvaient pas me faire changer d'avis. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, a-t-il demandé. Je veux que Julien paie le prix de ce qu'il a fait aujourd'hui, ai-je dit. Et la famille Dubois, je veux qu'il sache exactement ce qui se passe quand on se met à dos la fille de Richard Dumas. Mon père est resté silencieux un instant, puis a acquiescé. Bien. Papa te soutient. Dis-moi tout ce dont tu as besoin. Oui. La voiture est entrée dans le domaine de Lake Forest. C'était un manoir indépendant niché dans une banlieue boisée luxuriante, assis sur 1,2 hectare de terrain avec des jardins entretenus à l'avant et à l'arrière. Mon père l'avait acheté il y a 10 ans pour près de 30 millions de dollars. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée. Thomas, notre gérant de domaine, attendait déjà à la porte. Bienvenue à la maison, mademoiselle Dumas. Thomas a souri et s'est avancé. Le dîner est déjà préparé. Ce sont tous vos plats préférés. Merci, Thomas. J'ai réussi un faible sourire, je suis sorti de la voiture et je suis entré dans le grand hall. Mes yeux se sont immédiatement posés sur la photographie encadrée posée sur la console. C'était un portrait de ma mère. Elle était si belle et si douce sur la photo. Je me suis avancé, j'ai pris le cadre et j'ai doucement essuyé la poussière du verre. Maman, je suis désolée, ai-je chuchoté. J'ai été une mauvaise fille. J'ai épousé un salaud. Ne dis pas de telles choses à ta mère. Mon père s'est avancé et m'a tapoté l'épaule. Elle regarde du ciel. Elle déteste te voir souffrir. Mangeons. Après le dîner, papa a quelque chose à discuter avec toi. J'ai acquiescé, j'ai posé le cadre et j'ai suivi mon père dans la salle à manger. La table en acajou était couverte de nourriture. Côte de bœuf, loup de mer poêlé, asperges rôties à l'ail et bisques de homard. Tous mes plats préférés, mais je n'avais absolument aucun appétit. Mange. Mon père a mis une tranche de côte de bœuf dans mon assiette. Quoi qu'il arrive, tu dois quand même manger. Oui. J'ai pris une bouchée de la viande. C'était délicieux, mais la mâcher ne faisait que me faire mal à l'estomac. C'était comme manger de la cire. Après le dîner, mon père m'a appelé dans son bureau à domicile. Nathalie. Papa y a juste réfléchi. Il s'est assis derrière son immense bureau en chêne et m'a regardé. Papa peut d'abord donner un avertissement à la famille Dubois. Quel genre d'avertissement ? Les entreprises Dumas ont plusieurs projets conjoints avec Dubois Global en ce moment. Mon père a dit, à partir de demain, je vais suspendre tous ces projets. De plus, Dubois Global doit un énorme prêt à la banque que les entreprises Dumas ont garanti. Papa peut retirer cette garantie. Mes yeux se sont illuminés. Mon père coupait le flux de trésorerie de la famille Dubois. Dubois Global avait connu une expansion agressive ces dernières années, et leur chaîne de capitaux était déjà incroyablement tendue. Si les entreprises Dumas retiraient le financement et la garantie de prêt, les banques rappelleraient certainement leurs dettes. D'ici là, même si la famille Dubois ne faisait pas faillite, elle serait dépouillée jusqu'à l'os. Papa, merci. De quoi me remercies-tu ? Mon père a agité la main. Tu es ma seule fille. Si papa ne t'aide pas, qui le fera ? Mais Nathalie, papa a besoin de te rappeler quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Marc Dubois n'est pas un homme miséricordieux. Mon père a dit qu'il avait survécu dans le monde de l'entreprise pendant des décennies et qu'il ne l'avait pas fait par chance seulement. Si tu veux vraiment abattre la famille Dubois, tu dois être préparé. Cette bataille ne sera pas facile. Je sais. J'ai acquiescé. Papa, ne t'inquiète pas. Je ne le sous-estimerai pas. Bien. Mon père s'est levé. Il se fait tard. Va te reposer. Demain, papa demandera à Hervé d'aller au tribunal avec toi. D'accord. Je suis sorti du bureau et je suis retourné dans ma propre chambre. C'était ma chambre d'avant mon mariage. Les meubles et la disposition étaient exactement les mêmes. Sur la table de chevet se trouvait une photo de ma mère et moi. J'ai pris la photo, j'ai regardé son visage souriant, et les larmes sont enfin tombées de manière incontrôlable. Maman,
tu me manques tellement. J'ai serré la photo et j'ai pleuré comme une enfant. Après avoir pleuré un moment, j'ai essuyé mes larmes et j'ai vérifié mon téléphone. J'avais des dizaines de messages non lus, la plupart de Julien. Nathalie, j'ai eu tort. S'il te plaît, réponds au téléphone. Nathalie, je sais que j'étais un salaud, mais donne-moi une autre chance. Je te promets que je te traiterai bien à partir de maintenant. Nathalie, où es-tu? Je viens te chercher. Nathalie, s'il te plaît, ne m'ignore pas. Je deviens fou. J'ai regardé ces messages et j'ai laissé échapper un rire froid. Maintenant, tu sais que tu avais tort. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai directement bloqué son numéro. Puis j'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé un numéro spécifique. C'était le numéro de téléphone du directeur des relations publiques des entreprises Dumas. Allô, mademoiselle Dumas. L'appel s'est connecté et une voix respectueuse s'est fait entendre. Faites quelque chose pour moi, ai-je dit. Je vous écoute. À partir de demain, je veux qu'une nouvelle soit diffusée sur toutes les grandes plateformes. J'ai fait une pause. Le titre devrait être que l'héritier de Dubois Global, Julien Dubois, a trompé sa femme pendant leur lune de miel et l'a chassée de la maison sans rien pour épouser sa maîtresse enceinte. La personne à l'autre bout a hésité un instant. Nathalie, ce ne serait pas un peu, faites exactement ce que je dis, l'ai-je interrompu. De plus, faites une enquête approfondie sur Chloé Duval. Incluez toute son histoire relationnelle avec Julien et les détails sur l'enfant qu'elle porte. Oui, madame. Je m'en occupe immédiatement. J'ai raccroché, je me suis appuyé contre la tête de lit et j'ai fixé le plafond. Julien Dubois, tu te soucies tellement de ta réputation. Alors je vais la détruire complètement. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, je me suis préparée et je suis descendue prendre le petit déjeuner. Hervé attendait déjà dans le salon. Nathalie, la voiture est prête, a-t-il dit. D'accord. J'ai acquiescé. Allons-y. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée du tribunal du comté de Cook. Je suis sortie et Julien attendait déjà. Il portait un costume sur mesure. Ses cheveux étaient parfaitement lissés, mais ses yeux étaient rouges et gonflés. Il était évident qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Nathalie. En me voyant, il s'est immédiatement précipité vers moi. Tu es enfin venue. J'ai attendu si longtemps. Je l'ai ignoré et j'ai marché droit vers les portes du tribunal. Nathalie. Il m'a poursuivi et m'a attrapé le bras. Parlons. D'accord. 5 minutes. Juste 5 minutes. Lâche-moi, ai-je dit froidement. Non. Il est devenu désespéré. Nathalie, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Je te promets que je ne reverrai plus Chloé. Je la ferai avorter. J'ai levé la main et je l'ai giflée aussi fort que possible. J'ai utilisé toute la force de mon corps. Julien était abasourdi. Il a couvert son visage, me regardant avec un choc absolu. Julien Dubois, écoute-moi attentivement. Je l'ai regardé et j'ai dit, mot par mot, moi, Nathalie Dumas, je ne te pardonnerai jamais de cette vie, de la prochaine, ou de la vie d'après. Tu ferais mieux d'abandonner tout espoir. Après avoir dit cela, je me suis retournée et je suis entrée dans le tribunal. Le processus de règlement de divorce s'est déroulé très rapidement, signature de papier, soumission de divulgation financière, dépôt de la requête. En moins de 30 minutes, avec nos avocats accélérant tout, j'ai eu mes papiers de séparation finalisés, en attendant le cachet ultime du juge. En sortant du tribunal, le soleil brillait. J'ai regardé les documents juridiques dans ma main, ressentant un soulagement indescriptible. Nathalie, Hervé s'est approché. Votre père m'a demandé de vous ramener à la maison. Pas besoin. J'ai secoué la tête. Je veux marcher un peu seule, mais ça va. J'ai souri. Je vais juste me promener dans le quartier et rentrer dans un moment. Hervé a hésité mais a finalement acquiescé. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord.
J'ai marché sans but le long de l'avenue. Après avoir marché environ 10 minutes, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Nathalie, les papiers sont faits? C'est fait. Bien. Mon père a fait une pause. Marc Dubois vient de m'appeler. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait nous inviter à dîner pour s'excuser personnellement. Mon père a ricané. Je parie qu'il panique parce qu'il sait que je retire notre financement. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit qu'une excuse n'était pas nécessaire, mon père a dit. Mais je lui ai dit que nous pouvions manger. La réservation est faite pour demain soir au Waldorf historique. D'accord, ai-je dit. Je viendrai avec toi. D'accord. Mon père a raccroché. J'ai rangé mon téléphone et j'ai levé les yeux vers l'horizon de Chicago. Marc Dubois, tu veux t'excuser? Bien. J'ai hâte de voir quel genre de sincérité tu apporteras. Le lendemain soir, mon père et moi sommes arrivés à l'heure dans la salle à manger privée du Waldorf historique. Marc et Julien attendaient déjà à l'intérieur. En nous voyant entrer, Marc s'est immédiatement levé, son visage couvert d'un sourire trop empressé alors qu'il se précipitait. Richard, Nathalie, vous êtes là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai ignoré ces plaisanteries et je suis allé directement à la table pour m'asseoir. Julien se tenait à l'écart, la tête baissée, n'osant pas me regarder. Richard, concernant ce désordre, c'est entièrement ma faute de ne pas avoir su élever mon fils, n'est-ce pas? Marc a levé son verre de vin. Je voudrais offrir ce verre à Nathalie en guise d'excuse au nom de mon fils idiot. En disant cela, il a penché la tête en arrière et a bu tout le verre de Bordeaux coûteux. Mon père n'a pas bougé. Il l'a juste regardé calmement. Marc, tu rends les choses beaucoup trop simples. Mon père a dit, ce que ton fils a fait peut simplement être balayé en disant que tu n'as pas su l'élever, n'est-ce pas? Oui. 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 Marc a acquiescé à plusieurs reprises. Je sais que Julien était complètement déplacé. Nathalie, quelles que soient tes exigences, dis-les. Tant que c'est en mon pouvoir, je le ferai absolument. C'est ça? J'ai souri. Alors je veux que Julien se mette à genoux et s'excuse auprès de moi. La pièce privée est devenue instantanément silencieuse. Le visage de Marc est devenu extrêmement laid. Julien a brusquement levé la tête, me regardant avec incrédulité. Nathalie, ça, Marc a laissé échapper un rire gêné. Tu ne penses pas que c'est un peu inapproprié? Quoi? Tu ne peux pas le faire? Je me suis penchée en arrière sur ma chaise et je les ai regardés. Alors nous n'avons plus rien à discuter. En disant cela, je me suis levée, me préparant à partir. Attendez, Marc m'a appelé. Il a serré les dents. Bien. Nous ferons exactement comme tu dis. Papa. Julien a paniqué. Comment peux-tu, tais-toi. Marc l'a fusillé du regard. Tu as fait ton lit. Maintenant, couche-toi dedans. Julien s'est mordu la lèvre, son visage devenant pâle, puis rouge. Après un long moment, il s'est finalement lentement agenouillé sur le tapis. Nathalie, je suis désolée. Il a gardé la tête baissée, sa voix, j'étais un salaud. Je t'ai fait du tort. J'ai regardé Julien, agenouillé sur le sol, ne ressentant aucune sympathie dans mon cœur. Julien, pensais-tu vraiment que te mettre à genoux et dire « je suis désolé » ferait disparaître tout ça? J'ai ricané. Tu te trompes. Laisse-moi te dire, ce n'est que le début. Après avoir dit cela, je me suis retournée et je suis sortie de la pièce. Derrière moi, j'ai entendu la voix anxieuse de Marc. Richard, Nathalie, elle, Marc. La voix de mon père était parfaitement calme. Les souhaits de ma fille sont mes souhaits. Vous, les Dubois, feriez mieux de prendre soin de vous. Puis est venu le bruit des pas de mon père quittant la pièce. En sortant de l'hôtel, j'ai pris une profonde inspiration. La brise nocturne du lac Michigan était fraîche sur mon visage. Nathalie. Mon père s'est approché de moi. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite?
Papa. Je me suis tournée pour le regarder. Je veux commencer à travailler à l'entreprise. Mon père a semblé surpris. Es-tu sûr? Je suis sûr. J'ai acquiescé. Je vais démanteler la famille Dubois de mes propres mains. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 7 heures, je me suis préparée et je suis descendue. Thomas avait déjà préparé le petit déjeuner. Mademoiselle Dumas, votre père est parti tôt ce matin au bureau. Thomas m'a tiré une chaise. Il a dit qu'il voulait que vous soyez au siège social à 10 heures. Il a déjà fait en sorte que le service des ressources humaines vous attende. D'accord. J'ai pris une gorgée de jus d'orange. Hervé est-il arrivé? Il attend dans le salon. Après avoir fini le petit déjeuner, je suis entrée dans le salon. Hervé s'est levé. Nathalie, j'ai rassemblé toutes les informations que vous avez demandées. Il a sorti un dossier de sa mallette et me l'a tendu. Je l'ai pris et je l'ai ouvert. La première page était une vérification approfondie des antécédents de Chloé Duval. Chloé Duval, femme, 24 ans, diplômée d'un collège d'art local avec une majeure en art dramatique. Ses parents sont des gens de la classe ouvrière ordinaire. Pendant ses études, elle a auditionné pour quelques émissions de télé-réalité mais n'a jamais été sélectionnée. Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé comme réceptionniste dans une petite entreprise. Elle a démissionné il y a 6 mois. Le dossier comprenait quelques photographies. Chloé était très jolie, le genre de femme vers laquelle les hommes gravitaient immédiatement. Un visage ovale, de grands yeux, une peau claire et un sourire très doux. J'ai continué à tourner les pages. Il y a 3 mois, Chloé a commencé à visiter fréquemment l'appartement privé de Julien. Il y a 2 mois, elle a quitté son emploi et a emménagé dans un appartement de luxe que Julien lui avait loué. Il y a 1 mois, elle a découvert qu'elle était enceinte. Ce bébé est définitivement celui de Julien, ai-je demandé. Selon les dossiers médicaux, la chronologie de la grossesse confirmée de Chloé correspond exactement aux dates où Julien l'a accompagnée chez l'obstétricien, a dit Hervé. De plus, Julien a dépensé une somme d'argent massive pour elle. Au cours des 3 derniers mois, les seuls relevés de virements bancaires s'élèvent à plus de 300 000 $. J'ai laissé échapper un rire froid. 300 000 $. Julien n'a jamais été aussi généreux avec moi. Y a-t-il autre chose? J'ai continué à tourner les pages. Il y a encore une chose. Hervé a fait une pause. Les parents de Chloé ont récemment acheté une maison dans leur ville natale, payée entièrement en espèces. Selon les relevés bancaires, la date de paiement était exactement 3 jours après que Chloé ait découvert qu'elle était enceinte. L'argent venait de Julien. Nous n'avons pas encore de preuves directes, mais le timing est beaucoup trop coïncident. J'ai acquiescé et j'ai fermé le dossier. Qu'en est-il de la famille Dubois? Des mouvements? Marc a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration hier après-midi, a dit Hervé. L'ordre du jour était de discuter de la façon de gérer le retrait de notre financement par les entreprises Dumas. D'après ce que je sais, le flux de trésorerie de Dubois Global est incroyablement serré. Si Dumas se retire réellement, il pourrait faire face à la faillite. Faillite? J'ai souri. Probablement pas si extrême. La famille Dubois n'est peut-être pas aussi grande que la nôtre, mais c'est une entreprise établie depuis des décennies. Ils ont encore les poches profondes. Vous avez raison, Nathalie. Hervé a acquiescé. Mais cela les affectera sévèrement. C'est assez pour l'instant. Je me suis levée. Allons au bureau. Le siège social des entreprises Dumas était situé dans le quartier le plus prestigieux du quartier financier. Le gratte-ciel de 38 étages appartenait entièrement à la famille Dumas. J'avais visité quelques fois quand j'étais enfant, mais j'y suis rarement venue après avoir grandi. La voiture s'est arrêtée devant les portes. Je suis sortie et le garde de sécurité à la porte s'est figé une seconde avant de se tenir immédiatement droit. Bonjour, mademoiselle Dumas. J'ai acquiescé et je suis entrée dans le grand hall. La réceptionniste s'est également figée en me voyant. Mademoiselle Dumas, a-t-elle bégayé. Qu'est-ce qui vous amène ici?
Je suis ici pour travailler, ai-je dit. À quel étage se trouve le service des ressources humaines? Le 20e étage. Merci. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur 20. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, je me suis regardé dans les murs miroirs. Aujourd'hui, je portais spécifiquement une tenue professionnelle, un chemisier blanc impeccable, une jupe crayon noir ajustée, mes cheveux attachés en une queue de cheval basse et élégante. J'avais l'air vive et efficace. J'allais leur montrer que moi, Nathalie Dumas, je n'étais pas seulement une fille riche gâtée qui ne savait que dépenser l'argent de papa. L'ascenseur a atteint le 20e étage. Je suis sortie. Les portes du service des ressources humaines étaient ouvertes, et plusieurs personnes travaillaient à l'intérieur. J'ai frappé à la porte vitrée. Entrez. Un homme d'âge moyen a levé les yeux, m'a vu et s'est immédiatement levé de sa chaise. Mademoiselle Dumas, vous êtes là. Veuillez entrer. Entrez. Son nom était Robert Dubois, le vice-président des ressources humaines. Bonjour, Robert. Je suis entré. Mon père vous a parlé, n'est-ce pas? Oui, il l'a fait. Robert a acquiescé à plusieurs reprises. Le PDG a dit que vous vouliez apprendre les ficelles du métier et m'a demandé de vous organiser un poste approprié. Pas besoin d'organiser quoi que ce soit de spécial, ai-je dit. Je veux aller au département marketing. Marketing? Robert était stupéfait. Mademoiselle Dumas, le travail en marketing est extrêmement épuisant. Voudriez-vous envisager l'administration ou les relations publiques? Pas besoin. J'ai dit, je vais au marketing. Voyant à quel point j'étais résolue, Robert n'a pas essayé de me persuader davantage. D'accord, alors. Laissez-moi appeler le directeur du marketing et le faire descendre pour vous. Pas besoin de le faire descendre. Je monterai moi-même, ai-je dit. À quel étage se trouve le marketing? Le 15e étage. Bien. Je me suis retournée et je suis sortie des RH, prenant l'ascenseur jusqu'au 15e étage. Les portes du département marketing étaient grandes ouvertes, révélant une scène animée. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Les employés se précipitaient dans tous les sens, et tout le monde avait l'air tendu. Je me suis tenue à la porte et j'ai balayé la pièce du regard. Le bureau du directeur marketing était tout au fond. La porte était fermée. Je me suis avancée et j'ai frappé. Entrez. J'ai poussé la porte et je suis entrée. Le directeur marketing était un homme d'une quarantaine d'années nommé Michel Durand. Il s'est figé en me voyant, puis s'est immédiatement levé. Mademoiselle Dumas, qu'est-ce qui vous amène ici? Bonjour, Michel, ai-je dit. À partir d'aujourd'hui, je travaillerai au département marketing. Les RH auraient dû vous le dire. Oui, ils l'ont fait. Michel a acquiescé rapidement. Je ne m'attendais juste pas à ce que vous arriviez si tôt. Laissez-moi demander à quelqu'un de vous préparer un bureau tout de suite. Pas besoin de nettoyer. C'est très bien. Je me suis dirigée vers le bureau et je me suis assise. Les employés autour me jetaient des regards furtifs, chuchotant entre eux. Je les ai ignorés, j'ai allumé l'ordinateur sur le bureau et j'ai commencé à examiner les dossiers marketing. À midi, alors que je m'apprêtais à déjeuner, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Nathalie, comment ça se passe au bureau? Tu t'adaptes bien? Tout va bien, ai-je dit. Papa, je veux retirer tous les dossiers de collaboration avec Dubois Global. J'ai besoin de ta signature. Les dossiers de Dubois Global? Mon père a semblé surpris. Pourquoi faire? Je veux savoir exactement à quoi nous avons affaire, ai-je dit. J'ai besoin de voir où sont leurs faiblesses. Mon père est resté silencieux quelques secondes avant de dire, d'accord, je demanderai à quelqu'un de vous apporter l'autorisation. Mais Nathalie, il faut que tu te souviennes que la destruction de la famille Dubois ne peut pas être précipitée. Il faut y aller pas à pas. Je sais, ai-je dit. Papa, ne t'inquiète pas. Je n'agirai pas impulsivement. Bien. Mon père a fait une pause. Oh, au fait,
Marc m'a rappelé vers midi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait organiser une réunion privée avec moi. Mon père a ricané. Je pense qu'il veut me supplier de ne pas retirer le financement. Alors, as-tu accepté? Non, mon père a dit. Je lui ai dit que s'il avait des affaires à discuter, il pouvait parler à ma fille. Je lui ai dit que tu étais maintenant responsable du département marketing chez Dumas. J'ai été surprise. Papa, tu veux que je négocie avec Marc? Qu'est-ce qui te fait peur? Mon père a ri. N'as-tu pas dit que tu voulais détruire la famille Dubois de tes propres mains? Alors commence par Marc. J'ai pris une profonde inspiration. Bien. Je le rencontrerai. Fais-le demain après-midi alors. Mon père a dit, tu choisis l'endroit. D'accord. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Marc, tu veux négocier? Bien. J'ai hâte de voir quel tour tu as encore dans ta manche. Le lendemain après-midi à 14h, je suis arrivé à l'heure au café du Ritz-Carlton. Marc m'attendait déjà. En me voyant, il s'est immédiatement levé, son visage affichant un sourire empressé. Nathalie, vous êtes là. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai ignoré ses politesses et me suis assise directement en face de lui. Que désirez-vous boire? A demandé Marc attentivement. Le café ici est excellent. Voudriez-vous en essayer? Pas besoin, ai-je dit. Monsieur Dubois, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Je suis très occupé. Le sourire de Marc s'est figé une seconde, mais il est vite revenu à la normale. Nathalie. Je sais que Julien a eu tort dans cette affaire, a-t-il dit. Mais croyez-moi, je veux sincèrement vous dédommager. Quelles que soient vos exigences, demandez-les. Dédommager? J'ai souri. Marc, avec quoi penses-tu pouvoir me dédommager exactement? Tout ce que vous demandez. Tant que je peux le faire, ce sera fait, a-t-il dit. Par exemple, je peux transférer 10% des actions de Dubois Global Immobilier à votre nom. 10% des actions? J'ai souri. Marc était vraiment prêt à y laisser des plumes. Monsieur Dubois, essayez-vous de me corrompre? Ce n'est pas vous corrompre. C'est une compensation, a dit Marc rapidement. Je sais que 10% des actions ne représentent rien pour la famille Dumas, mais cela représente ma sincérité. Sincérité? Je l'ai regardé. Votre version de la sincérité est d'utiliser de l'argent pour acheter mon pardon. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Marc est devenu anxieux. Nathalie, je veux sincèrement faire amende honorable. Tant que vous êtes prête à pardonner à Julien, je ferai n'importe quoi. C'est ça? Je me suis penchée en arrière sur ma chaise. Alors je veux que Julien quitte Chicago et ne revienne jamais. Pouvez-vous faire ça? L'expression de Marc a instantanément changé. Nathalie, ça, il a laissé échapper un rire sec. Cette demande n'est-elle pas un peu, quoi? Vous ne pouvez pas le faire? J'ai ricané. Alors nous n'avons rien à nous dire. En disant cela, je me suis levée et me suis préparée à partir. Attendez. Marc m'a arrêté. Reconsidérez. 10% des actions, ce n'est pas une petite somme. Tant que vous acceptez, je demanderai à mes avocats de rédiger l'accord tout de suite. Monsieur Dubois. Je me suis retournée et les regardé. Pensez-vous vraiment que je suis le genre de personne qui peut être achetée avec de l'argent? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoutez-moi bien, ai-je dit, articulant chaque mot. Je ne veux pas de vos actions, et je ne veux pas de votre argent. Je veux juste que la famille Dubois paie le prix exact qu'elle doit. Après avoir dit cela, je me suis retournée et je suis sortie du café. Derrière moi, j'ai entendu le bruit de Marc cassant sa tasse de café. En sortant de l'hôtel, je suis montée dans ma voiture avec chauffeur. Retour au bureau, mademoiselle Dumas, a demandé le chauffeur. Non, ai-je dit, allez à l'appartement de Julien. L'appartement de Julien? Le chauffeur a été surpris. Que allez-vous y faire? Chercher Chloé Duval.
Le chauffeur a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais a finalement juste acquiescé. Compris. La voiture a roulé pendant 20 minutes et s'est arrêtée devant un immeuble de luxe. Je suis sorti, je suis entré dans le bâtiment et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 18e étage. Je me suis arrêté devant l'unité 1802 et j'ai sonné. Après un instant, la porte s'est ouverte. Chloé se tenait dans l'embrasure. En me voyant, son visage est instantanément devenu blanc comme un linge. Nathalie, a-t-elle bégayé. Pourquoi êtes-vous ici? Quoi? Je ne suis pas la bienvenue? J'ai souri légèrement. N'allez-vous pas m'inviter à entrer? Chloé s'est mordu la lèvre, a hésité quelques secondes, mais a finalement reculé. Je suis entrée et j'ai observé l'appartement. Il était luxueusement rénové. Style européen, lustre en cristal, canapé en cuir véritable. Cela avait évidemment coûté une fortune. Asseyez-vous, a dit Chloé, sa voix tremblant légèrement. Je me suis assise sur le canapé et je l'ai regardé. Chloé portait des vêtements de détente ample, son ventre montrant maintenant une bosse visible. Elle se tenait devant moi, la tête baissée comme une enfant qui avait fait quelque chose de mal. Chloé, tu sais qui je suis maintenant, n'est-ce pas, ai-je dit. Oui, a-t-elle chuchoté. Vous êtes la fille de Richard Dumas, l'ex-femme de Julien. Puisque tu le sais, tu devrais aussi savoir pourquoi je suis venue te voir aujourd'hui. Chloé s'est mordu la lèvre et n'a rien dit. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te frapper, ai-je dit. Je veux juste discuter. Chloé a levé les yeux, me regardant avec surprise. Assieds-toi, ai-je dit. C'est fatigant de rester debout en parlant. Chloé a hésité, puis s'est assise sur le canapé en face de moi. Chloé, laisse-moi te poser une question, ai-je dit, aimes-tu vraiment Julien? Chloé s'est figée une seconde, puis a acquiescé. Oui. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Il me traite vraiment bien, a dit Chloé doucement. Il m'achète des vêtements, des sacs, des bijoux, et il m'a loué cet appartement. C'est tout. J'ai souri. Juste parce qu'il te jette de l'argent, tu l'aimes? Non, ce n'est pas ça. Chloé est devenue défensive. Il est vraiment bon avec moi. Il a dit qu'il n'avait aucun sentiment pour sa femme. Il a dit que la personne qu'il aimait, c'était moi. Il t'aime? J'ai laissé échapper un rire froid. Alors pourquoi n'a-t-il pas divorcé de moi et ne t'a-t-il pas épousé plus tôt? Chloé a ouvert la bouche mais n'a pas trouvé les mots. Chloé, tu es trop naïve, ai-je dit. Penses-tu vraiment qu'un homme comme Julien abandonnerait tout dans la famille Dubois juste pour toi? Il a promis de m'épouser. La voix de Chloé est devenue de plus en plus faible. C'est ça? Je l'ai regardé. Et maintenant? Il a divorcé. Pourquoi ne t'a-t-il pas encore épousé? Chloé s'est mordu la lèvre, ses yeux devenant rouges. Chloé, je ne suis pas venue ici aujourd'hui pour me battre avec toi, ai-je dit, je suis juste venue te dire une chose. Qu'est-ce que c'est? Julien Dubois ne t'a jamais vraiment aimé, ai-je dit mot par mot. Il n'est avec toi que parce que tu es jeune, jolie et facile à manipuler. Une fois que ta beauté se fanera, il te jettera comme un déchet. Vous mentez. Chloé s'est levée brusquement, les larmes coulant sur son visage. Il m'aime. Il a promis de m'épouser. Alors pourquoi ne t'a-t-il pas encore épousé, ai-je demandé calmement. Chloé s'est figée, complètement sans voix. Chloé, réfléchis bien. Je me suis levée. Si tu veux continuer à être la maîtresse de Julien, continue. Mais laisse-moi te rappeler que la famille Dubois va s'effondrer très bientôt. Quand cela arrivera, Julien ne pourra même pas se sauver lui-même, et encore moins se permettre de te garder. Après avoir dit cela, je me suis retournée et je suis sortie de l'appartement. Derrière moi, j'ai entendu les sanglots de Chloé. En sortant du bâtiment, je suis montée dans la voiture. Où allons-nous maintenant, mademoiselle Dumas, a demandé le chauffeur. Retour au bureau, ai-je dit. La voiture a démarré. Je me suis appuyée contre le siège et j'ai regardé par la fenêtre. La façon dont Chloé regardait me rappelait moi-même il y a 3 mois.
À l'époque, j'étais exactement comme elle, croyant que Julien m'aimait vraiment. Et le résultat? Mon téléphone a sonné. C'était mon père. Nathalie, j'ai entendu dire que tu étais allée voir Chloé Duval. Oui. Comment ça s'est passé? Pas grand-chose, ai-je dit. Juste lui faire prendre conscience de la réalité. Bien. Mon père a fait une pause. Oh, au fait, Marc vient de m'appeler. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu avais rejeté ses actions. Mon père a ri. Il m'a aussi dit que je devais te tenir en laisse. Et qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit que ma fille pouvait faire ce qu'elle voulait et qu'il n'appartenait pas à un étranger de lui dire le contraire. J'ai souri. Merci, papa. De quoi me remercies-tu? Mon père a dit, tu es ma fille. Si je ne te soutiens pas, qui le fera? J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Marc Dubois, pensais-tu vraiment que c'était fini? Tu te trompes. Ce n'est que le début. La voiture s'est arrêtée devant l'immeuble des entreprises Dumas. Je suis sortie et je suis entrée dans le hall. La réceptionniste m'a vue et s'est immédiatement levée. Bon après-midi, mademoiselle Dumas. J'ai acquiescé et je me suis dirigée vers les ascenseurs. Dans l'ascenseur, je me suis regardée dans le miroir. Costume noir ajusté, chemisier blanc, cheveux attachés, maquillage impeccable. J'avais l'air d'une personne complètement différente de la Nathalie pleurant et misérable d'il y a 3 mois. L'ascenseur a atteint le 15e étage. Je suis sortie. Les employés du département marketing ont baissé la tête en me voyant, n'osant pas parler. Je savais exactement ce qu'ils pensaient. La fille du groupe Dumas a été larguée par son mari et est maintenant revenue pour se venger. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Je suis entrée dans mon bureau. Au moment où je me suis assise, on a frappé à la porte. Entrez. La porte s'est ouverte et Michel Durand est entré. Mademoiselle Dumas. Il s'est tenu devant mon bureau. Dubois Global vient d'appeler. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils mettaient fin à toutes les collaborations avec nous. J'ai souri. Attendu, mais, Nathalie. Michel avait l'air anxieux. Les projets conjoints avec Dubois Global représentent 60% du volume d'affaires de notre département. Si tout est terminé, nos chiffres trimestriels, Michel, les jeux interrompus. Penses-tu vraiment que je me soucie d'une légère baisse des chiffres trimestriels? Michel était stupéfait. Où en est la recherche des dossiers que je vous ai demandé d'étudier, ai-je demandé. Nous l'avons trouvé. Michel a sorti un épais dossier de sa mallette et l'a placé sur mon bureau. Ce sont les états financiers de Dubois Global sur les 3 dernières années, ainsi qu'une liste de leurs principaux clients. J'ai pris le dossier et j'ai commencé à le feuilleter. En surface, Dubois Global est une immense entreprise immobilière, mais en réalité, leur chaîne de capitaux est déjà fracturée. L'année dernière, Dubois Global a acheté 3 parcelles de terrain aux enchères pour un total de 750 millions de dollars, mais leurs actifs liquides étaient inférieurs à 150 millions de dollars. Les 600 millions de dollars restants provenaient d'énormes prêts bancaires. De plus, 2 de ces 3 parcelles sont dans de très mauvais emplacements. L'une en banlieue lointaine, l'autre dans une zone industrielle. Une seule est au centre-ville, mais la superficie est trop petite pour avoir une valeur de développement majeure. Le flux de trésorerie de Dubois Global est sur le point de rompre, ai-je dit. Correct. Michel a acquiescé. D'après ce que j'ai compris, leur ratio dette-actif actuel est supérieur à 80%. Quand leur prochain prêt bancaire est-il dû? Le plus ancien est dû le mois prochain, a dit Michel. Le montant est de 75 millions de dollars. 75 millions. J'ai souri. Marc doit paniquer en ce moment. Mademoiselle Dumas, suggérez-vous? Michel, rendez-moi un service, ai-je dit, dites-moi. Étudiez les détails exacts de ces 3 achats de terrain, ai-je dit. Surtout celui du centre-ville. Voyez s'il y a eu des accords illégaux en coulisses. Michel a hésité une seconde. Nathalie,
vous voulez dire, je sais comment Marc opère, ai-je dit, ses mains ne sont jamais propres. Tant que nous trouverons sa vulnérabilité, nous pourrons l'écraser complètement. Compris. Michel a acquiescé. Je m'en occupe immédiatement. Après le départ de Michel, je me suis penchée en arrière sur ma chaise et j'ai regardé par la fenêtre. Marc, tu pensais que mettre fin à nos contrats me ferait reculer. Tu te trompes. Ce n'est que le début. Cet après-midi-là, alors que j'examinais des documents, mon téléphone a sonné. C'était Julien. J'ai regardé son nom sur l'identification de l'appelant, j'ai laissé échapper un rire froid et j'ai répondu « Allô, Nathalie ?» La voix de Julien était pleine de rage. « Tu es allé voir Chloé ? Qu'est-ce que ton cœur souffre pour elle, ai-je dit, qu'est-ce que tu essaies de faire, bon sang ?» Julien a rugi. « Nous sommes déjà divorcés. Quel droit as-tu de harceler Chloé ? » Harceler ? J'ai ri. Julien, mets les faits au clair. Je suis juste allée discuter un peu avec elle. En quoi est-ce du harcèlement ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Elle pleure depuis qu'elle est rentrée. Qu'est-ce que j'ai dit, ai-je dit lentement. Je lui ai simplement dit que toi, Julien Dubois, tu ne l'avais jamais vraiment aimée. Une fois que sa beauté se fanera, tu la jetteras comme une ordure. Tu mens. Julien a crié. J'aime sincèrement Chloé. Sincèrement ? J'ai laissé échapper un rire froid. Julien, mets ta main sur ton cœur et dis-moi. Qui as-tu jamais aimé ? Tu n'aimes que toi-même. Nathalie, ne me pousse pas trop loin, a dit Julien en serrant les dents. Tu penses que juste parce que ton père est Richard Dumas, j'ai peur de toi ? Laisse-moi te dire, je ne suis pas quelqu'un avec qui on veut s'amuser. C'est ça, ai-je dit. Alors vas-y. J'adorerais voir exactement ce que tu peux me faire. Après avoir dit cela, j'ai raccroché. Julien, penses-tu vraiment que je suis toujours la même Nathalie d'il y a 3 mois ? À l'époque, je croyais bêtement que tu m'aimais vraiment. Et le résultat, tu m'as trompée quand j'étais enceinte et tu m'as forcée à avorter. Je n'oublierai jamais ce jour à la clinique. Tu te tenais à côté de Chloé, me regardant avec des yeux morts. Nathalie, divorçons. Pourquoi ? Je ne t'aime plus. Mais je suis enceinte. On ne peut pas juste l'avorter. Julien, c'est ton enfant. Je n'en ai pas besoin. À ce moment précis, mon cœur est complètement mort. Et maintenant tu me dis que tu aimes sincèrement Chloé ? Hein ? Julien, quelqu'un comme toi ne mérite même pas d'utiliser le mot amour. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison. Le domaine Dumas était situé dans le quartier le plus exclusif de Chicago, un manoir de style européen de 3 étages avec un immense jardin. J'ai franchi la porte et j'ai vu mon père assis dans le salon en train de lire le Wall Street Journal. « Salut, papa, je suis rentré. » Mon père a posé le journal. « As-tu mangé ? » Pas encore. « Je vais demander à Maria de te préparer quelque chose, » a dit mon père. « Oh, au fait, Marc m'a rappelé aujourd'hui. » Qu'est-ce qu'il a dit cette fois ? Il m'a dit que je devais te tenir en laisse. Mon père a ri. Il a aussi dit que si je ne m'occupais pas de toi, il agirait lui-même. Agir ? J'ai ricané. Quel genre d'action peut-il entreprendre ? Je ne sais pas. Mon père a secoué la tête. Mais Marc a toujours été impitoyable et sournois. Tu dois faire attention. Je sais. J'ai dit, papa, ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Nathalie. Mon père m'a regardé. Es-tu vraiment sûre de ça ? Sûre de quoi ? De te venger de la famille Dubois. Mon père a dit, une fois que tu t'engages sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Papa. J'ai regardé mon père. Penses-tu que j'ai même un chemin de retour ? Mon père est resté silencieux. Julien m'a trompé, m'a forcé à avorter mon enfant, m'a chassé de la maison sans rien, ai-je dit mot par mot. Je n'oublierai jamais ce qu'ils m'ont fait. Je sais. Mon père a soupiré. Je suis juste inquiet.
Inquiet de quoi? Inquiet que tu sois aveuglé par la haine, a dit mon père. Nathalie, la vengeance, c'est bien, mais ne te détruis pas en l'obtenant. Papa, ne t'inquiète pas, ai-je dit, je sais exactement ce que je fais. Bien. Mon père a acquiescé. Oh, au fait, j'ai demandé aux avocats de préparer un document. Jette un coup d'œil demain au bureau. Quel document? Concernant ces 3 parcelles de terrain que Dubois Global a achetées? Mon père a dit, j'ai enquêté. Ils se sont livrés à une manipulation de zonage illégal massive lorsqu'ils ont acheté l'un de ces lots. Mes yeux se sont illuminés. Vraiment? Oui. Mon père a acquiescé. Ce lot du centre-ville était initialement zoné pour un usage industriel. Selon la loi, le zonage industriel ne peut pas être directement converti en zonage commercial de grande hauteur. Mais Dubois Global a utilisé des canaux illégaux pour modifier la désignation de zonage. C'est un crime fédéral. Oui, ai-je dit. Exactement. Mon père a souri. Dès que nous ferons fuiter cela à la presse et aux régulateurs, Dubois Global aura de gros problèmes. Papa, merci, ai-je dit, pourquoi? Mon père a agité la main. Tu es ma fille. Si je ne t'aide pas, qui le fera? Le lendemain matin, je suis allé au bureau. Au moment où je suis entré, Michel Durand m'attendait déjà. Nathalie, nous l'avons trouvé. Il a posé un dossier sur mon bureau. Ce lot du centre-ville que Dubois Global a acheté est définitivement entaché. J'ai pris le dossier et je l'ai lu attentivement. Les documents prouvaient qu'après l'achat du lot, Dubois Global avait soudoyé plusieurs fonctionnaires de la ville pour changer le zonage d'industriel à commercial. De plus, ils avaient éludé près de 15 millions de dollars de taxes de développement urbain. Les preuves sont-elles solides, ai-je demandé. Solides. Michel a acquiescé. J'ai utilisé des contacts très fiables pour obtenir des copies des procès-verbaux des réunions à huis clos et des virements bancaires offshore. Bien. J'ai souri. Michel, vous avez fait un excellent travail. Quelle est notre prochaine étape, a demandé Michel. Ensuite. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Il est temps que Marc Dubois avale une pilule amère. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro. Oui, c'est moi. C'est Nathalie Dumas, ai-je dit, j'ai une histoire dont je veux discuter avec vous. Mademoiselle Dumas, quel genre d'histoire? Concernant une fraude d'entreprise massive et une corruption de zonage par Dubois Global Immobilier, ai-je dit, j'ai les preuves concrètes. Sarah a été silencieuse pendant quelques secondes. Mademoiselle Dumas, êtes-vous certaine? Absolument certaine, ai-je dit, si vous êtes intéressée, rencontrons-nous cet après-midi. Fait, a dit Sarah. Où? Le café dans le hall de l'immeuble des entreprises Dumas, ai-je dit, 15 heures. Parfait. Je serai là. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Marc, tu pensais que personne ne savait les choses sales que tu avais faites? Tu te trompes. On ne peut pas cacher la fumée éternellement. À 15 heures précises, je suis arrivé au café. Sarah Martin était déjà assise dans une cabine d'angle. Mademoiselle Dumas. Elle s'est levée et m'a serré la main. Sarah, asseyez-vous, s'il vous plaît. Je me suis assise, j'ai sorti le dossier de mon sac et je l'ai placé sur la table. Ce sont les documents concernant l'accord foncier de Dubois Global au centre-ville, ai-je dit. Jetez un coup d'œil. Sarah a pris le dossier et a lu attentivement. Plus elle lisait, plus son expression devenait grave. Mademoiselle Dumas, ces documents sont-ils authentiques, a-t-elle demandé. À 100%, ai-je dit, vous pouvez vérifier les numéros de routage vous-même. Si c'est vrai, Dubois Global fait face à une inculpation fédérale. Ce n'est pas seulement une fraude de zonage. C'est directement une corruption de fonctionnaires. Sarah a dit, je sais, ai-je dit, c'est exactement pourquoi je suis venue vous voir. Mademoiselle Dumas, que voulez-vous que je fasse? Publier l'histoire, ai-je dit. Sarah a hésité. Mademoiselle Dumas, vous savez, Dubois Global a beaucoup de pouvoir à Chicago.
Si je publie cette révélation, je pourrais me faire des ennemis très dangereux. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je ne vous demande pas de faire ça gratuitement. J'ai sorti un chèque de mon sac et je l'ai glissé sur la table. C'est 75 000 $, ai-je dit. Considérez ça comme une prime de risque pour votre travail acharné. Sarah a regardé le chèque, ses yeux s'illuminant. Mademoiselle Dumas, ne vous inquiétez pas, a-t-elle dit. Je m'assurerai que ça fasse la une. Excellent. J'ai souri. J'attends les bonnes nouvelles. 3 jours plus tard, le Chicago Tribune a publié un énorme titre en première page. Dubois Global Immobilier impliqué dans une fraude de zonage de plusieurs millions de dollars. Revenus fiscaux manquants sous enquête. L'article détaillait méticuleusement les manœuvres illégales de Dubois Global lors de l'enchère foncière et fournissait des preuves concrètes de pots de vin versés aux conseillers municipaux. Au moment où l'article a été publié, il a provoqué une onde de choc dans la ville. Ce matin-là, l'action de Dubois Global a chuté, touchant les disjoncteurs. L'après-midi, le ministère de la Justice a annoncé une enquête officielle sur Dubois Global. J'ai regardé les nouvelles sur mon téléphone et j'ai souri. Marc, ce n'est que le début. La contre-attaque de Marc est venue beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu. Le lendemain matin, alors que je dormais encore, mon téléphone a commencé à vibrer follement. J'ai pris le téléphone, groggy, et j'ai vu le nom de Michel Durand à l'écran. Nathalie, nous avons un énorme problème. La voix de Michel était frénétique. L'IRS vient d'arriver au siège social. Ils disent qu'ils vérifient nos comptes depuis 3 ans. Je me suis instantanément réveillée. L'IRS ? Je me suis assise. Quelles raisons ont-ils donné ? Ils ont dit qu'ils avaient reçu un tuyau anonyme alléguant une évasion fiscale massive et des amortissements frauduleux. Michel a dit qu'ils étaient déjà dans le département de comptabilité, exigeant l'accès à tous les registres et serveurs. J'ai pris une profonde inspiration. Marc, tu as enfin bougé. Michel, écoute-moi, ai-je dit calmement. Numéro 1, coopérez pleinement avec les agents de l'IRS. Ne les entravez en aucune façon. Numéro 2, faites descendre immédiatement toute notre équipe juridique d'entreprise. Numéro 3, j'arrive. Compris. J'ai raccroché rapidement, je me suis lavé et je me suis changé. Quand je suis descendu, mon père était assis à la table à manger en train de prendre son petit déjeuner. Tu pars si tôt ? Il a levé les yeux vers moi. Il y a une urgence à l'entreprise, ai-je dit. L'IRS perquisitionne notre département de comptabilité. Les sourcils de mon père se sont froncés. C'est Marc, très probablement. J'ai acquiescé. C'est une frappe de représailles. As-tu besoin que j'intervienne ? A demandé mon père. Pas encore, ai-je dit. Papa, attends pour l'instant. Je veux voir exactement ce que Marc essaie de faire. D'accord. Mon père a acquiescé. Fais-moi savoir la seconde où tu as besoin de moi. J'ai compris. Au moment où je suis arrivé au siège social, il était presque 8 heures du matin. 2 SUV noirs du gouvernement étaient garés devant. Plusieurs agents en coupe-vent sortaient, transportant des boîtes de dossiers. Je me suis précipité dans le bâtiment et j'ai rencontré Michel dans l'ascenseur. Nathalie, la situation semble mauvaise. Michel a baissé la voix. L'agent de l'IRS a dit, nos registres présentent de graves anomalies. Ils soupçonnent que nous cachons de l'argent. Quel genre d'anomalie, ai-je demandé. Ils ont signalé une dépense massive de l'année dernière qui manque de facturation appropriée, a dit Michel. Ce paiement a été acheminé vers Dubois Global. Je me suis figé. Acheminé vers Dubois Global, ai-je demandé. Quel genre de paiement ? C'était lors du projet conjoint que nous avons réalisé en partenariat avec Dubois Global l'année dernière, a dit Michel. Nous avons versé des honoraires de consultation de 4,5 millions de dollars à une société écran de Dubois Global, mais Dubois Global n'a jamais fourni les documents fiscaux appropriés pour cela. Mon cœur s'est serré. Pourquoi n'étais-je pas au courant, ai-je demandé. Votre père l'a approuvé lui-même, a dit Michel.
Vous étiez encore marié et viviez au domaine du bois à l'époque, donc vous n'étiez probablement pas au courant. Mon père l'a approuvé. J'ai froncé les sourcils. Quelle était la nature réelle de ces honoraires de consultation? Sur le papier, c'étaient des honoraires de consultation. Mais en réalité, Michel a baissé la voix pour chuchoter. Marc Dubois l'a exigé. Il a dit au PDG que le projet avait besoin de faire jouer des pistons à la mairie et qu'il avait besoin d'argent intraçable. Pour s'assurer que le projet ne stagne pas, votre père a accepté d'acheminer les fonds. Donc, ce que vous dites, c'est que cet argent était en fait un fonds de caisse noire pour des pots de vin, ai-je demandé. On pourrait dire ça. Michel a acquiescé. Mais dans nos livres, il a été enregistré comme des honoraires de consultation. J'ai compris maintenant. Marc essayait d'entraîner les entreprises Dumas avec lui. Si l'IRS découvrait que les 4,5 millions de dollars étaient illégaux, les entreprises Dumas seraient inculpées à leur côté. Marc essayait de nous lier pour que nous coulions sur le même navire. Il utilisait cela pour me forcer à reculer. Michel, je dois vous demander de suivre immédiatement le routage exact de ces 4,5 millions de dollars, ai-je dit. Découvrez exactement où Marc a envoyé cet argent. Compris. Michel a acquiescé. Je m'en occupe. Je suis entrée dans mon bureau et je me suis assise, mon cerveau en ébullition. Marc, tu es vraiment un vieux renard rusé. Pensais-tu que cela me forcerait à me rendre? Tu te trompes lourdement. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro. Allô, Sarah. Mademoiselle Dumas, c'est moi. La voix de Sarah semblait tendue. J'étais sur le point de vous appeler. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. Ce matin, le rédacteur en chef du Tribune m'a fait venir dans son bureau, a dit Sarah. Il a dit qu'une pression énorme venait d'en haut sur le journal. Ils exigent que nous abandonnions immédiatement l'enquête sur Dubois Global. Qui exerce cette pression, ai-je demandé. Je ne sais pas, a dit Sarah. Mais mon rédacteur a dit que si nous publions quoi que ce soit d'autre, le journal fera face à des poursuites judiciaires dévastatrices et à un enfer réglementaire. Alors, il m'a ordonné de me retirer de l'histoire. J'ai laissé échapper un rire froid. Marc, tu as vraiment une longue portée. Sarah, ne t'inquiète pas, ai-je dit, je ne te mettrai pas dans une mauvaise situation. Mademoiselle Dumas. Je suis tellement désolée, a dit Sarah. J'ai les mains liées. Je sais, ai-je dit. Je m'en occuperai à partir de maintenant. J'ai raccroché, je me suis penchée en arrière sur ma chaise et j'ai fermé les yeux. Marc, penses-tu que faire taire la presse suffit à m'arrêter? Tu es trop naïve. J'ai ouvert les yeux, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé un autre numéro. Allô, Hervé. Nathalie à l'appareil. La voix d'Hervé Mercier s'est fait entendre. Comment puis-je vous aider, Hervé? J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, ai-je dit. Dites-le. J'ai besoin que vous tiriez tous les dossiers de transactions foncières publiques et privées pour Dubois Global au cours des 5 dernières années, ai-je dit, spécifiquement, tout ce qui concerne les dérogations de zonage, Nathalie. Ce n'est pas une mince affaire. Hervé a dit qu'il faudrait beaucoup de faveurs et l'embauche d'enquêteurs privés. Je sais, ai-je dit, l'argent n'est pas un problème. Compris. Hervé a dit, je m'en occupe. Une dernière chose, ai-je dit. Faites une vérification approfondie des antécédents des relations politiques de Marc Dubois à l'Assemblée législative de l'État et à la mairie. Comptez-vous, Hervé a hésité. Je vais complètement anéantir la famille Dubois, ai-je dit. Hervé est resté silencieux quelques secondes. En êtes-vous certaine? Absolument certaine, ai-je dit. Très bien, a dit Hervé. Je comprends. Je vous donnerai des résultats le plus rapidement possible. Merci, ai-je dit. Au cours des jours suivants, les contre-attaques de Marc sont devenues de plus en plus vicieuses. D'abord l'audit de l'IRS, puis plusieurs grands fournisseurs ont soudainement rompu leur contrat et nous ont coupés. Suite à cela, plusieurs clients importants ont été débauchés par Dubois Global. Les revenus des entreprises Dumas ont subi un coup énorme.
Bien que mon père n'ait rien dit, je pouvais voir qu'il était profondément inquiet. Nathalie, peut-être devrions-nous faire une pause un instant. Un soir, mon père m'a finalement parlé. Les tactiques de Marc sont beaucoup plus impitoyables que nous ne l'avions prévu. Papa, nous ne pouvons pas nous arrêter, ai-je dit. Si nous nous arrêtons maintenant, tout ce que nous avons fait est pour rien. Mais si cela continue, les entreprises d'Uma ne pourront pas tenir le coup. Mon père a dit, papa, fais-moi confiance, ai-je dit, j'ai déjà un plan. Quel plan? J'ai découvert qu'il y a 5 ans, Marc a soudoyé un sénateur d'État par l'intermédiaire d'un intermédiaire, ai-je dit, cet intermédiaire purge actuellement une peine à la prison du comté de Cook pour une accusation de racket sans rapport. Les yeux de mon père se sont écarquillés. Voulez-vous dire que vous pouvez obtenir les preuves par son intermédiaire? Oui, ai-je dit. J'ai déjà contacté l'avocat de la défense de l'intermédiaire. Il a dit, tant que je suis prête à payer, il peut convaincre l'intermédiaire de se retourner contre Marc. Combien? A demandé mon père. 750 000 $, ai-je dit. Mon père est resté silencieux quelques secondes. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ai-je dit. La seconde où nous aurons son témoignage sous serment, Marc est fini. D'accord. Mon père a acquiescé. J'autoriserai les fonds. Papa, merci, ai-je dit, pourquoi? Mon père a souri. Tu es ma fille. Qui d'autre aiderais-je? 3 jours plus tard. Hervé m'a appelé. Nathalie, nous avons fait une percée, a-t-il dit, qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. L'intermédiaire a accepté de témoigner. Hervé a dit. Il a dit, pour 750 000 $, il détaillera chaque pot de vin que Marc a orchestré. Fantastique, ai-je dit, quand puis-je le voir? Demain après-midi, a dit Hervé. À la prison du comté de Cook. Compris, ai-je dit. Je serai là. Le lendemain après-midi, je suis arrivé ponctuellement à la prison du comté de Cook. Hervé m'attendait à l'entrée des visiteurs. Par ici, a-t-il dit. Je l'ai suivi à travers la sécurité et dans une salle de visite. À l'intérieur, assis derrière le plexiglas, se trouvait l'intermédiaire. Son nom était Franck Roussel. Il avait la cinquantaine, des cheveux grisonnants, portant une combinaison orange standard. Mademoiselle Dumas, ravie de vous rencontrer. Il m'a regardé et a souri. Monsieur Roussel, ai-je dit. Hervé a expliqué les conditions. Il l'a fait, a dit Franck. Vous voulez que j'enterre Marc Dubois? Je peux le faire, mais j'ai une condition. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Ma fille vient d'entrer à l'université, a dit Franck. Sa mère est morte jeune, et je l'ai élevée seule. Maintenant que je suis ici, elle n'a personne pour veiller sur elle. Je veux que vous garantissiez ses frais de scolarité et sa sécurité. Vous avez ma parole, ai-je dit. Je ferai en sorte qu'elle soit entièrement prise en charge. D'accord, alors. Franck a acquiescé. Alors nous avons un accord. Il a glissé un morceau de papier plié à travers la petite fente sous le verre. C'est le registre exact des paiements de Marc à l'époque, a-t-il dit. Date, lieu, numéro de compte offshore et nom des intermédiaires. Tout y est. J'ai pris le papier et je l'ai lu attentivement. La page était densément remplie de notes manuscrites. Le niveau de détail était stupéfiant. Monsieur Roussel, merci, ai-je dit. Ne me remerciez pas, a dit Franck. J'en ai marre du visage suffisant de Marc depuis des années. Quand il avait besoin de moi, il m'embrassait les bottes. Dès qu'il est devenu riche et puissant, il a agi comme s'il ne me connaissait pas. Soyez assurés, ai-je dit. Je le ferai payer. En quittant la prison, je me suis dirigé directement vers les bureaux du tribune. Sarah a semblé choquée de me voir. Mademoiselle Dumas, qu'est-ce que vous faites ici? Sarah, j'ai quelque chose à vous montrer, ai-je dit, glissant le registre manuscrit de Franck Roussel sur son bureau. Sarah l'a pris et l'a lu, son visage décoloré. Mademoiselle Dumas, est-ce réel, a-t-elle demandé. Très réel, ai-je dit.
C'est le registre exact du réseau de corruption de Marc Dubois. La source est l'intermédiaire qui l'a orchestré. Actuellement détenu au niveau fédéral. Sarah a hésité. Mademoiselle Dumas, vous savez le journal, Sarah, je ne vous demande pas de prendre le blâme pour ça, ai-je dit, j'ai sorti un chèque de banque de mon sac et je l'ai posé sur son bureau. 150 000 $, ai-je dit, un bonus pour votre courage. Sarah a fixé le chèque, ses yeux rivés sur les zéros. Mademoiselle Dumas, nous avons un accord, a-t-elle dit. Je ferai en sorte que cette histoire enflamme Internet. Excellent. J'ai souri. J'attends les bonnes nouvelles. Le lendemain matin, le Chicago Tribune a publié son plus grand titre de la décennie. Le PDG de Dubois Global, Marc Dubois, impliqué dans un réseau de corruption de plusieurs décennies. Le témoin vedette se manifeste. L'article détaillait tout, les dates, les comptes offshore et la déclaration sous serment de Franck Roussel. La publication a provoqué un véritable tremblement de terre dans le secteur financier ce matin-là. L'action de Dubois Global a chuté et la négociation a été suspendue. L'après-midi, le bureau du procureur des États-Unis a annoncé une enquête criminelle complète sur Marc Dubois. J'ai regardé le fil d'actualité et j'ai souri. Marc, tu pensais que faire taire la presse était suffisant? Tu t'es trompé. La vérité ne peut pas être enterrée pour toujours. Ce soir-là, en rentrant à la maison, mon père regardait les informations dans le salon. Nathalie, tu es rentrée, a-t-il dit. Oui. Je me suis approchée et je me suis assise à côté de lui. J'ai vu les nouvelles. Mon père a dit, tu as orchestré le titre d'aujourd'hui? Oui, ai-je dit. Où as-tu obtenu les preuves, a-t-il demandé. J'ai trouvé l'intermédiaire d'il y a 5 ans, ai-je dit. Il a accepté de témoigner. Mon père m'a regardé silencieusement pendant un long moment. Nathalie, tu as vraiment changé. J'ai changé, ai-je demandé. Oui, mon père a dit, la vieille Nathalie n'aurait jamais eu recours à ces tactiques. C'est parce que la vieille Nathalie était trop stupide, ai-je dit. Non. Mon père a secoué la tête. La vieille Nathalie était juste trop gentille. J'ai ri. Papa, à quoi sert la gentillesse? Les gens gentils se font juste piétiner. Nathalie. Mon père a commencé à dire quelque chose mais s'est arrêté. Papa, ne t'inquiète pas, ai-je dit, je sais exactement où est la limite. Bien. Mon père a soupiré. Je suis juste inquiet. Inquiet de quoi? Inquiet que tu ne deviennes quelqu'un comme Marc Dubois? Mon père a dit. Je me suis figé. Devenir Marc Dubois. Papa, je ne le ferai jamais, ai-je dit. Bien. Mon père a acquiescé. Dors un peu. D'accord. Je suis monté dans ma chambre. Allongé dans mon lit, fixant le plafond. Les mots de mon père résonnaient dans ma tête, devenir quelqu'un comme Marc Dubois. J'ai secoué la tête. Non, je ne serai jamais comme lui. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de mon téléphone qui sonnait. C'était Hervé. Nathalie, nous avons un problème catastrophique, a dit Hervé. Franck Roussel est mort. J'étais stupéfaite. Quoi, ai-je demandé. Comment est-il mort? Il a été assassiné dans sa cellule la nuit dernière, a dit Hervé. Le directeur prétend que c'était une bagarre de gang. Mon cœur a plongé dans mon estomac. Marc, monstre impitoyable. Hervé, Marc a-t-il quelque chose à voir avec ça, ai-je demandé. Difficile à prouver, a dit Hervé. Mais Franck est assassiné le jour même où il accepte de témoigner contre lui. C'est trop une coïncidence. Je comprends, ai-je dit. Hervé, merci de me l'avoir dit. Nathalie, tu dois faire attention à tes arrières, a dit Hervé. Marc Dubois est prêt à tout. Je sais, ai-je dit. J'ai raccroché, assise à mon bureau, mon esprit en ébullition. Franck Roussel est mort. Le témoin vedette a disparu. Marc, tu es vraiment un sauvage.
Mais pensais-tu que cela m'arrêterait? Tu te trompes lourdement. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro. Allô, inspecteur Cartier. C'est moi, l'inspecteur Jacques Cartier de la police de Chicago, a répondu. Mademoiselle Dumas, comment puis-je vous aider? Inspecteur Cartier, j'ai besoin d'une énorme faveur, ai-je dit, qu'est-ce que c'est? La nuit dernière, un détenu nommé Frank Roussel a été assassiné à la prison du comté de Cook, ai-je dit, j'ai besoin de savoir exactement qui l'a tué. Mademoiselle Dumas, c'est hors de ma juridiction. L'inspecteur Cartier a dit, la prison est gérée par le bureau du shérif. Inspecteur, je sais que c'est difficile, ai-je dit, mais je suis prête à financer toutes les ressources officieuses dont vous avez besoin. L'inspecteur Cartier est resté silencieux pendant quelques secondes. Mademoiselle Dumas, êtes-vous sûre de cela? Je suis sûre, ai-je dit. D'accord, l'inspecteur Cartier a dit, je vais voir ce que je peux trouver. Merci, ai-je dit. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Marc, tu penses que tuer Frank Roussel couvrira tes crimes? Tu te trompes. La vérité laisse une trace. J'ai pris mon téléphone à nouveau et j'ai composé le numéro de Sarah Martin. Allô, Sarah. Mademoiselle Dumas, c'est moi. La voix de Sarah tremblait de terreur. J'étais sur le point de vous appeler. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Ce matin, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte d'entrée, a dit Sarah. Elle était faite de coupures de magazines. Elle disait que si je mentionnais à nouveau Dubois Global, je finirais dans un fossé. Une menace de mort, ai-je dit. Oui. Sarah a dit que c'était anonyme, mais, je sais que ça vient des gens de Marc Dubois. Sarah, ne paniquez pas, ai-je dit, je vais immédiatement engager une sécurité privée pour vous. Mademoiselle Dumas. S'il vous plaît, laissons tomber ça, a crié Sarah. Marc Dubois est un psychopathe. J'ai tellement peur. Sarah, de quoi avez-vous peur, ai-je demandé. J'ai peur de finir comme Frank Roussel à la morgue, a crié Sarah. Je suis restée silencieuse. Mademoiselle Dumas. Je suis tellement désolée. Sarah a pleuré. Je ne peux plus vous aider. Je ne peux juste pas. Sarah, je comprends, ai-je dit doucement. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous contacterai plus. J'ai raccroché, je me suis penchée en arrière sur ma chaise et j'ai fermé les yeux. Marc, tu as gagné cette manche, du moins temporairement, mais je n'abandonne pas. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé par la fenêtre. Marc Dubois, attends un peu. Ce n'est pas encore fini. Je me suis assise dans mon bureau, mes doigts tapotant légèrement sur le bureau. Frank Roussel était mort. Sarah Martin était terrifiée au point de se taire. Marc pensait qu'il avait déjà gagné, mais il ne savait pas que j'avais encore une carte à jouer. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de l'inspecteur Cartier. Inspecteur, c'est moi, mademoiselle Dumas. Je suis en train d'enquêter en ce moment même. L'inspecteur Cartier a gardé sa voix basse. J'ai fait jouer quelques relations avec un garde que je connais à la prison. Le gars qui a tué Frank Roussel s'appelle Thomas Bertrand. Son surnom est le Taureau. C'est un petit exécutant qui vient d'être enfermé il y a un mois. Thomas Bertrand. J'ai froncé les sourcils. Avait-il un antécédent de conflit avec Frank Roussel? Aucun. L'inspecteur Cartier a dit. On dit dans le quartier que Thomas ne connaissait même pas Frank. Cette nuit-là, Thomas s'est faufilé dans la cellule de Frank et l'a étouffé avec un oreiller. Étouffé, ai-je demandé. Pas une bagarre de gang. Ils ont dit à la presse que c'était une bagarre pour couvrir leurs arrières. L'inspecteur Cartier a dit que c'était un assassinat pur et simple. Les caméras de sécurité l'ont filmé, mais les images ont été magiquement supprimées des serveurs. Mon cœur s'est effondré. Supprimé, ai-je demandé. Par qui? Aucune idée, l'inspecteur Cartier a dit. Mais j'ai récupéré les relevés du téléphone portable prépayé de Thomas Bertrand juste avant qu'il ne soit enfermé. Il a eu plusieurs appels avec un numéro spécifique. Ce numéro appartient au secrétaire exécutif de Marc Dubois.
J'ai serré mon téléphone fermement. Inspecteur, pouvez-vous obtenir ces relevés téléphoniques? Je les ai déjà, l'inspecteur Cartier a dit. Mais les relevés téléphoniques seuls ne tiendront pas devant un tribunal. Ce n'est pas parce que Thomas a parlé au secrétaire de Marc que ça prouve que Marc a commandité un meurtre. Je sais, ai-je dit. Mais ça nous donne une direction. Mademoiselle Dumas, vous devez faire très attention, a averti l'inspecteur Cartier. Les tentacules de Marc Dubois sont profondément ancrés dans la ville. Je reçois déjà des avertissements de mes supérieurs pour avoir fouillé dans cette affaire. Avertissement, ai-je demandé. De qui? Ils ne veulent pas le dire, l'inspecteur Cartier a dit. Mais ce matin, j'ai trouvé un rat mort sur le pare-brise de ma voiture de patrouille avec une note me disant d'abandonner l'affaire Roussel si je voulais que mes enfants grandissent en sécurité. Je suis restée silencieuse. Inspecteur Cartier, je suis tellement désolée de vous avoir causé ça, ai-je dit. Mademoiselle Dumas, ne vous excusez pas. La voix de l'inspecteur Cartier s'est durcie. Je suis flic depuis 20 ans. J'ai déjà eu affaire à des ordures comme ça. Je ne reculerai pas. Je continuerai à creuser. Merci, ai-je dit. J'ai raccroché, je me suis penchée en arrière sur ma chaise et j'ai fermé les yeux. Marc, tu es vraiment un monstre. Non seulement tu as fait assassiner Franck, mais tu menaces la famille d'un flic. Pensais-tu que cela me ferait me rendre? J'ai ouvert les yeux, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Hervé. Hervé à l'appareil. Des nouvelles? Nathalie, j'ai besoin que vous fassiez une enquête approfondie sur quelqu'un, ai-je dit. Qui? Thomas Bertrand, ai-je dit. Le détenu qui a assassiné Franck Roussel. Qu'est-ce que nous cherchons exactement? Je veux connaître tout son passé, ai-je dit. Pourquoi est-il allé en prison? A-t-il des liens avec Dubois Global? Qui fait partie de sa famille immédiate? Compris, a dit Hervé. Je m'en occupe. Une dernière chose, ai-je dit. Enquêter sur le secrétaire exécutif de Marc Dubois, son nom, son passé, tout. Vous suspectez? Oui, ai-je dit. Je soupçonne le secrétaire de Marc d'avoir négocié le coup avec Thomas Bertrand. D'accord, a dit Hervé. Je commence immédiatement. 3 jours plus tard, Hervé m'a rappelé. Nathalie, j'ai les infos, a-t-il dit. Thomas Bertrand a 35 ans, sans emploi, un long casier judiciaire pour vol à main armée. Il a une mère alitée et une sœur plus jeune au lycée. Pourquoi a-t-il été enfermé cette fois-ci, ai-je demandé. Vol à main armée, a dit Hervé. En mars dernier, il a agressé une femme dans la rue, a conclu un accord pour 3 ans. 3 ans? J'ai froncé les sourcils. C'est incroyablement léger, surtout pour un récidiviste. Habituellement, un juge le jetterait en prison pour la vie. Exactement. Hervé a dit. Il semble que quelqu'un ait fait jouer des pistons auprès du bureau du procureur pour lui obtenir un accord avantageux. Qui a fait jouer les pistons? On ne peut pas le prouver sur papier, a dit Hervé. Mais j'ai vérifié les comptes bancaires de la mère de Thomas Bertrand. Juste avant qu'il n'aille en prison, un dépôt d'argent liquide aléatoire de 75 000 $ a été effectué sur son compte. 75 000 $, ai-je demandé. Déposé par qui? Intraçable, a dit Hervé. C'était un dépôt d'argent liquide physique. Aucune trace papier. Je suis restée silencieuse. Il y a plus, a dit Hervé. Le secrétaire de Marc Dubois est Kevin Mercier. Il a 40 ans, il est le bras droit de Marc depuis une décennie. J'ai vérifié ses finances. Il a récemment autorisé un virement bancaire massif. Combien? 1,5 million de $. Hervé a dit qu'il avait été viré sur un compte offshore. Pouvons-nous savoir qui est le propriétaire du compte offshore? Non. Hervé a dit que c'était une société écran aux îles Caïmans. Les lois sur le secret bancaire y sont inébranlables. Je comprends, ai-je dit. Hervé, merci. Soyez prudente, Nathalie. Hervé a dit. Marc ne laisse aucune empreinte. C'est incroyablement difficile de l'attraper.
Je sais, ai-je dit. J'ai raccroché, assise à mon bureau, reliant les points. La famille de Thomas reçoit 75 000 $ en espèces. Kevin vire 1,5 million de dollars offshore. Ces 75 000 $ étaient probablement l'argent du sang que Kevin a payé à Thomas pour éliminer Frank Roussel. Mais il n'y avait aucune preuve directe prouvant que Kevin avait donné l'argent à Thomas. Et même si nous pouvions le prouver, cela n'impliquerait toujours pas directement Mark. Mark, tu es vraiment un serpent glissant. J'ai pris le téléphone et j'ai rappelé l'inspecteur Cartier. Mademoiselle Dumas, des nouvelles? Inspecteur Cartier, j'ai besoin que vous vérifiiez quelque chose, ai-je dit, allez-y. Enquêtez sur la mère et la sœur de Thomas Bertrand, ai-je dit. Voyez si elles ont récemment reçu de grosses sommes d'argent ou des visites d'étrangers. Mademoiselle Dumas, vous suspectez? Oui, ai-je dit. Je soupçonne Mark ou Kevin d'avoir payé la famille de Thomas pour qu'elle se taise. D'accord, l'inspecteur Cartier a dit, je vais voir ce que je peux trouver. 2 jours plus tard, l'inspecteur Cartier m'a rappelé. Mademoiselle Dumas, vous aviez raison, a-t-il dit. La mère de Thomas Bertrand vient de recevoir un paiement massif. Combien? 30 000 $. L'inspecteur Cartier a dit, un inconnu en costume a déposé un sac de sport rempli d'argent liquide à son appartement, affirmant qu'il était un ami de Thomas qui remboursait une dette. Savons-nous qui était cet homme? Non, l'inspecteur Cartier a dit. La mère a affirmé qu'elle ne le connaissait pas et il n'y a pas de caméra dans le couloir. Je suis restée silencieuse. Mademoiselle Dumas, cette piste se refroidit rapidement, l'inspecteur Cartier a dit. Mark nettoie trop bien ses messes. Je sais, ai-je dit. Merci, inspecteur. Mademoiselle Dumas, faites attention à vos arrières. L'inspecteur Cartier a dit, un homme comme Mark n'hésitera pas à tuer à nouveau. Je sais, ai-je dit. J'ai raccroché, je me suis penché en arrière et j'ai fermé les yeux. Mark, tuer des témoins, menacer des journalistes, acheter des tueurs à gages, payer de l'argent pour se taire. Pensais-tu avoir construit une forteresse impénétrable? Tu t'es trompé. J'ai ouvert les yeux, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le directeur financier des entreprises Dumas. À l'appareil. Le directeur financier a répondu, comment puis-je vous aider, mademoiselle Dumas? J'ai besoin que vous examiniez quelque chose pour moi, ai-je dit, qu'est-ce que c'est? Je veux savoir si Dubois Global Immobilier a déplacé des sommes massives de capital récemment, ai-je dit spécifiquement, je cherche un virement de 1,5 million de $ vers un compte offshore. Mademoiselle Dumas, c'est pratiquement impossible. Le directeur financier a dit que les registres de Dubois Global sont verrouillés et que nous n'avons aucune autorité légale pour accéder à leurs serveurs bancaires internes. Je sais, ai-je dit, mais j'ai une porte dérobée. Une porte dérobée? Je connais quelqu'un, ai-je dit. Il travaille comme comptable principal au département des finances de Dubois Global. Qui? Son nom est Benoît Adam, ai-je dit. C'est un superviseur comptable là-bas. Benoît Adam? Le directeur financier a demandé. Vous le connaissez personnellement? Oui, ai-je dit. Nous sommes allés à l'université ensemble. Êtes-vous certaine qu'il risquera la prison fédérale pour vous aider? Non, ai-je dit, mais ça vaut le coup d'essayer. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro privé. Allô, Benoît. Nathalie. La voix de Benoît semblait absolument choquée. Pourquoi m'appelez-vous? Benoît. Ça fait longtemps, ai-je dit. J'ai besoin d'une énorme faveur. Quel genre de faveur? J'ai besoin que tu vérifies les journaux de virements internes de Dubois Global pour voir si un virement de 1,5 million de $ a été envoyé récemment à un compte des îles Caïmans, ai-je dit. Benoît est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Nathalie, pourquoi fouilles-tu ça? Benoît, tu sais ce que Marc Dubois et son fils m'ont fait, ai-je dit, je sais, a dit Benoît, mais tu me demandes de commettre un espionnage d'entreprise. Si Marc le découvre, ma carrière est finie. Je pourrais aller en prison. Benoît. Je sais que c'est un risque énorme, ai-je dit.
Mais je suis prête à te compenser généreusement. Compenser, a demandé Benoît. Combien? 75 000 $, ai-je dit. Benoît est resté silencieux pendant un long moment. Nathalie. Tu as vraiment changé. J'ai changé, ai-je demandé. Oui, a dit Benoît. La fille que je connaissais à l'université ne ferait jamais quelque chose comme ça. C'est parce que la fille que tu connaissais était trop naïve, ai-je dit. Bien. Benoît a expiré brusquement. Je le ferai. Merci, ai-je dit. 3 jours plus tard, Benoît m'a appelé. Nathalie, j'ai trouvé le pactole. Sa voix tremblait d'adrénaline. Dubois Global a un registre parallèle, un compte officieux utilisé strictement pour les dépenses d'opérations secrètes. Une caisse noire? Oui, a dit Benoît. Pot de vin, argent secret, briseur de grève. Le nom de Thomas Bertrand y figure-t-il? Oui, a dit Benoît. L'après-midi où Frank Roussel a été assassiné, un virement de 30 000 $ a été envoyé de ce compte parallèle à une société écran appartenant à Thomas Bertrand. Mon cœur a battu la chamade. Avez-vous le journal d'autorisation? Oui, a dit Benoît. Et la signature numérique sur l'approbation du virement n'était pas celle de Kevin Mercier. Qui était-ce? C'était la clé cryptographique personnelle de Marc Dubois, a dit Benoît. Je me suis figé. Marc l'a approuvé lui-même. Oui, a dit Benoît. L'horodatage est 15 heures le jour du meurtre, ce qui signifie que Marc a payé Thomas Lacompte avant même que Frank Roussel ne soit mort. Incroyable, ai-je soufflé. Benoît, pouvez-vous me transmettre ce registre en toute sécurité? Je peux, a dit Benoît. Mais Nathalie, vous devez me promettre. Lorsque le DOJ perquisitionnera les serveurs, vous devez vous assurer que j'obtienne l'immunité fédérale de dénonciateur. Vous avez ma parole, ai-je dit. Je m'assurerai que le FBI vous accorde l'immunité totale. Merci, a dit Benoît, j'envoie les fichiers maintenant. J'ai raccroché, j'ai ouvert mon email crypté et j'ai téléchargé le registre. Il était là, noir sur blanc. Payé Thomas Bertrand. Montant, 30 000 $. Autorisé par Marc Dubois. J'ai souri. Marc, tu pensais être un fantôme, mais ton arrogance a laissé une empreinte numérique. J'ai immédiatement transmis le registre à l'agent spécial Henri. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. La voix de l'agent spécial Henri était vive. Mademoiselle Dumas, où avez-vous obtenu ce registre? Un dénonciateur confidentiel au sein de Dubois Global, ai-je dit, êtes-vous absolument certaine que ces données sont authentiques? À 100%, ai-je dit, ma source est un superviseur comptable. L'agent spécial Henri a fait une pause pendant 3 secondes. Mademoiselle Dumas, vous réalisez que c'est la preuve irréfutable? Ce registre prouve une conspiration en vue de commettre un meurtre. Je sais, ai-je dit. C'est exactement pourquoi je vous l'ai envoyé. Nous allons obtenir un mandat d'arrêt fédéral immédiatement. L'agent spécial Henri a dit que cet après-midi-là, des agents du FBI lourdement armés ont perquisitionné le manoir de Marc Dubois sur la Gold Coast, l'arrêtant menotté à la télévision en direct. Les images ont inondé tous les réseaux d'information du pays. L'action de Dubois Global est tombée à quelques centimes et a été radiée de la bourse. J'ai regardé la diffusion sur mon téléphone et j'ai souri. Marc, tu pensais avoir gagné, mais tu t'es trompé. La maison gagne toujours quand le jeu est truqué avec la vérité. Ce soir-là, en rentrant à la maison, mon père m'attendait dans le salon. Nathalie, tu es rentrée, a-t-il dit. Oui. Je me suis approchée et je me suis assise à côté de lui. J'ai vu les nouvelles. Mon père a dit que le FBI avait arrêté Marc sans caution. Oui, ai-je dit. Nathalie, tu l'as fait. Mon père m'a regardé, ses yeux brillants de fierté. Papa, merci, ai-je dit, ma voix s'étranglant. Je n'aurais jamais pu faire ça sans ton soutien. Mon père a souri, me serrant dans ses bras. Tu es ma fille. Si je ne te protège pas, qui le fera? J'ai posé ma tête sur l'épaule de mon père et j'ai fermé les yeux. À ce moment-là,
les mois de terreur, de trahison et d'épuisement se sont finalement dissipés. Tout en valait la peine. 3 jours plus tard, le ministère de la Justice a annoncé une vaste inculpation pour racket et meurtre contre Marc Dubois. Il a été accusé de complot en vue de commettre un meurtre, de fraude par virement, de blanchiment d'argent et de corruption de fonctionnaires. Thomas Bertrand, Kevin Mercier et plusieurs fonctionnaires municipaux corrompus ont également été formellement inculpés. J'ai regardé la conférence de presse, ressentant un profond sentiment de clôture. Je savais que si Marc était derrière les barreaux, la corruption systémique à Chicago était loin d'être éradiquée. Mais je savais aussi que la justice l'emporte finalement sur le mal parce qu'il y a toujours de la lumière dans ce monde. 1 mois plus tard, le procès fédéral des États-Unis contre Marc Dubois a commencé. J'ai été assigné à comparaître en tant que témoin clé pour l'accusation. Dans la salle d'audience fédérale, Marc Dubois était assis à la table de la défense dans une combinaison de prisonnier. Il m'a regardé, ses yeux remplis de haine venimeuse. « Nathalie Dumas, attends un peu. » Il m'a murmuré. « Je vais te détruire. » Je l'ai regardé en retour et j'ai souri. « Marc, tu n'as plus aucun coup à jouer, » ai-je dit doucement. « Tu as détruit d'innombrables vies maintenant. Il est temps de payer la facture. » Le juge a frappé de son marteau. Ordre dans la cour. Finalement, le jury a rendu un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Parce que l'Illinois n'a pas la peine de mort, le juge fédéral a prononcé la peine maximale possible. Marc Dubois a été condamné à la prison à vie fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Thomas Bertrand a reçu la prison à vie. Kevin Mercier a été condamné à 15 ans de prison fédérale. Après la fin de la sentence, je suis sorti de la salle d'audience et j'ai vu mon père. Il se tenait dans le couloir de marbre, m'attendant. « Nathalie, c'est fini », a-t-il dit, « Oui. » Je me suis approché et je l'ai serré fort dans mes bras. « Merci, papa. » Petite folle. Mon père a souri et m'a tapoté le dos. Rentrons à la maison. Sur le chemin du retour vers Lake Forest, j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était d'un bleu éclatant sans nuages, et le soleil de l'après-midi était chaud. Je savais que ce monde contenait encore des recoins sombres et des hommes corrompus. Mais tant que quelqu'un était prêt à se lever et à se battre pour la vérité, la lumière ne s'éteindrait jamais vraiment. Au moment où je suis sorti du tribunal fédéral, le soleil m'a frappé sans obstruction. Il était chaud, comme s'il brûlait la brume étouffante qui avait pesé sur ma poitrine pendant des mois. J'ai pris une profonde inspiration. L'air sentait la terre fraîche du printemps et l'herbe verte. Il était si pur qu'il me donnait envie de pleurer. La main de mon père reposait sur mon épaule, rugueuse mais incroyablement chaude. Il n'a rien dit. Il a juste marché lentement à côté de moi. Je savais qu'il avait perdu du poids au cours du mois dernier, et ses cheveux avaient considérablement grisonné. Pendant ces jours sombres, il avait mobilisé toute sa fortune, engagé des armées d'avocats, rassemblé des preuves et même risqué de violentes représailles pour retrouver personnellement les victimes terrifiées que Marc avait réduites au silence au fil des ans. Il ne s'est jamais plaint à moi. Il rentrait juste à la maison tous les soirs et s'asseyait sur le canapé en silence, fumant son cigare. Quand nous sommes rentrés, Maria, notre femme de ménage de longue date, avait déjà préparé un festin massif. En me voyant franchir la porte, ses yeux sont devenus rouges, mais elle a forcé un sourire éclatant. « Bienvenue à la maison, chérie. Va te laver les mains. Il est temps de manger. » La table à manger était couverte de mes plats préférés. Roast-beef, asperges au beurre à l'ail et un bol fumant de soupe au poulet et aux nouilles. Je me suis assise, j'ai pris ma fourchette, j'ai mis un morceau de bœuf dans ma bouche, et les larmes ont finalement commencé à couler. Au cours des derniers mois, je m'étais cachée, terrifiée, survivant uniquement à l'adrénaline. Du moment où Julien m'a mise à la porte à Marc me menaçant, en passant par la lutte contre un cartel milliardaire dans l'ombre, chaque étape était comme marcher pieds nus sur des lames de rasoir. J'avais eu peur. J'avais pleuré dans le noir. J'avais même pensé à abandonner. Mais chaque fois que je pensais aux personnes que Marc avait ruinées et aux personnes encore piégées dans l'obscurité à cause de lui, je me disais que je ne pouvais pas m'arrêter. Cette nuit-là,
Je me suis tenue sur le balcon de ma chambre, regardant les lumières scintillantes de l'horizon de Chicago. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Merci, Nathalie. Vous nous avez rendu justice à tous. Je n'ai pas répondu. J'ai juste glissé le téléphone dans ma poche et j'ai levé les yeux vers le ciel nocturne. Il n'y avait pas beaucoup d'étoiles visibles à travers les lumières de la ville, mais l'une d'elles brillait exceptionnellement fort. Ce monde a en effet beaucoup d'obscurité, mais ce n'est pas grave car il y aura toujours quelqu'un prêt à être la lumière. Aussi faible soit-elle, aussi solitaire soit-elle, elle ne s'éteindra jamais.